Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club de 28 minutes de l'été. Entrez, venez prendre le frais auprès de nos clubistes. Ils sont journalistes, essayistes, dessinateurs et vont se pencher dans un instant sur l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, la fin d'un très très long marathon parlementaire. À l'issue de près de 3 ans de débat, la France adopte une nouvelle loi qui crée sous condition une aide à mourir. Une réforme historique pour ses partisans, une défaite de la fraternité pour ses adversaires. Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. La France est le 13e pays au monde à instaurer une législation de ce type, mais cette réforme offre-t-elle aux patients en fin de vie une ultime liberté, celle de choisir sa mort, ou s'agit-il au contraire d'une rupture dangereuse? On en débattra. Puis nous plongerons sous la couette avec notre invitée de la semaine, la journaliste Pauline Verduzier, qui explore les secrets de notre sexualité et démonte les idées reçues, par exemple celle qui fait le titre de son livre « 3 soirs par semaine ». Et en fin d'émission, nous retrouverons Alix Van Pay pour son histoire de la semaine. Ce soir, c'est l'histoire d'une incroyable opération secrète du Mossad israélien pour changer le régime en Iran. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir Renaud Dely. Quel plaisir de vous retrouver. Toujours même pareil. En été, hein, mais tout oui, le temps, toujours, toujours là. Là. Très content d'être là. Et Marjorie Adelson, bien sûr. Bonsoir Marjorie. Bonsoir Renaud. C'est un bonheur aussi, bien sûr, de vous accueillir. Bienvenue à toutes les deux. Et voici nos invités de ce soir. À mes côtés, Julie Graziani. Bonsoir Julie. Renaud. Essayiste, bien sûr. Bienvenue à vous Julie. À vos côtés, Pierre Jacquemin. Pierre Jacquemin, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis, dont la une apparaît à l'écran. Bienvenue à vous, Pierre. Et à vos côtés, Antoine Bueno, essayiste également. Bienvenue, Antoine. Je rappelle que vous êtes aussi conseiller technique développement durable et prospective au Sénat. Bonsoir, Renaud. Bonsoir. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, il y a notre ami Cac. Salut, Cac. Salut. Tout va bien? Pleine forme. Formidable. Bienvenue, Cac. Dessinateur, bien sûr, et président de Cartooning for Peace. Et je rappelle on retrouve vos dessins dans l'Opinion et dans le journal Franc-Tireur. Tout de suite, la première actualité de la semaine, Valérie, c'est un défilé du 14 juillet en forme de démonstration de force pour illustrer le réveil stratégique de l'Europe impulsé par Emmanuel Macron. Oui, Renaud, et la veille du défilé militaire, devant les armées, le chef de l'État a posé son diagnostic. Face à un monde instable et hostile, l'Europe est sommée de produire ses propres armes et d'assurer elle-même sa défense. À quelques mois de la fin de son mandat, Emmanuel Macron veut laisser en héritage une Europe autonome, maîtresse de son destin. On l'écoute. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unie. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts. Antoine Bueno, depuis 2017, Emmanuel Macron plaide pour l'autonomie stratégique européenne entre la guerre en Ukraine et les hésitations américaines. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il avait raison depuis le début? Ah bah oui, je crois que c'est très clair. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à son crédit et qui révèle d'ailleurs une constance, une vision, avec une énorme différence entre 2017 et aujourd'hui. C'est qu'en 2017, l'autonomie stratégique, c'était un concept, et maintenant, c'est devenu une nécessité par le double choc Est-Ouest. Le choc évidemment de la Russie avec la guerre en Ukraine, et puis de l'autre côté le choc de Trump avec les États-Unis qui met à mal notre relation stratégique sur laquelle on comptait depuis 1945. Donc oui, effectivement. Après, maintenant, le mouvement est vraiment lancé. Il y a quelque chose de très profond qui se passe et qui dépasse largement la seule volonté du président de la République française. Il y a peut-être une vraie bascule dans le sens de l'émergence d'une Europe de la défense. Et Julie Graziani, le premier défi, et c'était aussi l'objet justement de ce 14 juillet, avec l'invitation faite à Volodymyr Zelensky, c'est évidemment ce qui se passe en Ukraine. Et il y a d'ailleurs de nouveaux engagements qui ont été pris en termes de matériel, de rafales, etc., par la France vis-à-vis de l'Ukraine. Oui, et il est frappant de voir à quel point les deux sont liés dans cette dynamique dont parlait Antoine. Les dépenses des pays membres de l'Union européenne en matière de défense européenne, c'est 343 milliards de dollars, et ça a, tenez-vous bien, quintuplé depuis 2020.
c'est-à-dire à peu près à partir du moment où l'Ukraine s'est retrouvée en guerre ou dans les prémices de la guerre. Donc ça montre bien et ça explique le choix de Volodymyr Zelensky comme invité d'honneur à cette manifestation. Et les 37 pays membres de la coalition des volontaires étaient là aussi. Hein. Exactement, mais c'est vraiment autour du cas ukrainien que s'est nouée cette alliance et que se noue aujourd'hui cette dynamique qui a vocation à prospérer sans atteindre encore, bien sûr, les moyens considérables de l'OTAN et des pays membres européens de l'OTAN, qui ne recoupent pas d'ailleurs les mêmes que ceux des autres pays membres de l'Union européenne, parce qu'il y a un chevauchement des pays. Certains sont membres de l'OTAN sans être membres de l'Union européenne ou inversement, donc ça ne facilite pas les calculs. Mais on a encore l'OTAN qui est à 4 fois plus de budget, malgré tout, sur le territoire européen que le chiffre que je viens de citer. Donc le chemin est encore long pour la défense européenne. Comment vous l'avez entendu, Pierre Jacquemin, ce discours? Est-ce que pour vous, il était peut-être un peu trop belliciste? Alors, moi, je trouve que, d'une manière générale, cette cérémonie du 14 juillet, je la trouve totalement anachronique, et y compris d'ailleurs très viriliste, cette démonstration de force permanente, et y compris dans le discours d'Emmanuel Macron, il a voulu montrer la puissance de la France, la puissance possible de l'Europe, et à travers cette démonstration, il y a le contraste avec son impuissance à l'échelle de la France. On voit, en même temps, il y a des incendies, on ne sait pas les éteindre. En même temps, il y a une crise sociale, on ne sait pas la régler. En même temps, effectivement, il essaie d'intervenir en Iran, il essaie d'intervenir en Ukraine. On voit bien que la France ne pèse plus autant. Je pense que la France, l'Europe, ferait mieux de se démultiplier, en tout cas, pour repenser nos organisations, en tout cas les instances, la gouvernance mondiale. Je pense que ce n'est pas à l'échelle de l'Europe qu'on va régler les conflits, ni en Ukraine, ni à Gaza, ni ailleurs. Et je pense que c'est ça qui attend aujourd'hui les grandes puissances, si tant est qu'il existe encore aujourd'hui des grandes puissances. C'est ça qui devrait nous préoccuper aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que l'OTAN, l'ONU, soient repensées pour réfléchir aujourd'hui à différents types de coopération internationale qui permettraient à des pays, à des puissances émergentes justement, de peser davantage dans le débat. Et sans doute sont-ils aujourd'hui, ces nouvelles puissances, une des solutions au règlement de certains conflits. Et si Marine Le Pen est élue à la prochaine présidentielle, est-ce que tout ça, ça va voler en éclats? Antoine Penaud. Alors c'est exactement la question qui se pose. Alors il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'il y a un véritable mouvement européen d'ampleur. On a assisté quand même à la montée en puissance du réarmement allemand. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'historique. Il y a un commissaire européen à la défense pour la première fois. Ça n'existait pas. Et il a fait des annonces fortes en disant par exemple que le contingent des 100 000 soldats américains qui sont déployés en Europe depuis 1945, qui pourraient être redéployés en Asie-Pacifique, pourrait être remplacé par un contingent européen, c'est-à-dire vraiment la naissance d'une armée européenne. Mais ça, c'est l'effet Poutine, si j'ose dire. Alors, c'est l'effet Poutine et l'effet Trump, quand même. Donc, est-ce que une France, parce qu'il faut dire les choses très clairement, c'est votre question, dirigée par le RN, ça peut enrayer cette dynamique? Il est très difficile de répondre à cette question. C'est possible, et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, tout l'enjeu des élections présidentielles françaises et législatives en 2027, c'est d'abord un enjeu de politique internationale plus que de politique intérieure. Un dessin de CAC. Eh bien, ce défi du 14 juillet était aussi l'occasion d'annoncer davantage de soutien à l'Ukraine. Et c'était les soldes du 14 juillet. Liquidation, tout doit disparaître. Changement de propriétaire. Merci CAC. Valérie, c'est maintenant l'heure de votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose cette semaine un pilier de l'administration Trump à une juridiction internationale. Ah oui, Renaud, à droite, Marco Rubio, 55 ans, secrétaire d'État de Donald Trump, l'équivalent de son ministre des Affaires étrangères. Il parle au monde entier, au nom de Washington, avec les visas dans une main et les sanctions dans l'autre. À gauche, c'est la Cour pénale internationale, 24 ans née en 2002 à La Haye, à l'ouest des Pays-Bas, sans soldats, sans police, mais avec une arme redoutable. Même les puissants peuvent un jour rendre des comptes. Et ces deux-là se disputent une frontière, celle qui sépare la souveraineté nationale de la justice internationale. Lundi dernier, Marco Rubio lançait une nouvelle offensive d'ampleur contre la CPI. Une tribune dans le Wall Street Journal, un communiqué du département d'État et même une vidéo publiée sur ses propres réseaux sociaux. Écoutez. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Dans la suite de son allocution, Marco Rubio promet des sanctions renforcées, des révocations de visas, des pressions financières et des pressions diplomatiques sur les alliés pour qu'ils prennent leur distance avec la Cour pénale internationale. Marco Rubio
veut la démanteler, je le cite, brique par brique s'il le faut. Pour lui, la CPI n'est plus seulement un tribunal, c'est un ennemi qui ferait la guerre aux États-Unis. Mais pourquoi tant de haine ? Eh bien parce que l'Amérique n'aime pas qu'on aille enquêter sur ses éventuelles exactions. En 2020, la Cour avait autorisé une enquête sur de possibles crimes commis par des militaires américains et des agents de la CIA en Afghanistan. Mais il y a aussi Israël. En novembre 2024, la CPI a délivré des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes présumés à Gaza, une ligne rouge pour Washington, allié indéfectible d'Israël. Aujourd'hui, la CPI n'a pas répondu directement à la véhémence de Marco Rubio. Sa porte-parole a simplement indiqué qu'elle ne commentait pas à ce stade, mais un peu plus tôt, le 24 juin dernier, 3 juges de la CPI visés par des sanctions américaines ont porté plainte contre Donald Trump, Marco Rubio et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, pour avoir participer à des décisions liées au dossier afghan et autoriser les mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, eh bien, ces trois-là ont vu leur compte en banque coupé, leurs cartes de crédit et leurs assurances désactivées. Dans leur plainte de 66 pages, les 3 juges accusent Washington de vouloir les punir pour leurs décisions et d'exercer sur elles une pression extrajudiciaire. Leur formule est glaçante. Ces sanctions, disent-elles, ressemblent à une peine de mort financière. Les États-Unis ne sont pas membres de la Cour, mais la CPI estime pouvoir enquêter sur des crimes commis sur le territoire d'un État qui, lui, reconnaît sa compétence. Alors, Julie Graziani, le droit international, c'est une règle commune ou c'est une règle pour les autres ? À l'origine, comme toutes ces grandes institutions internationales, la CPI était censée jouer le rôle d'arbitre et de permettre un équilibre des rapports de force. Et à l'instar d'autres institutions internationales aussi, plus les choses avancent, plus le monde se polarise et plus son indépendance et son impartialité est remise en question, au premier chef par ceux dont les intérêts sont menacés, évidemment, mais pas que. Et il y a une distorsion, vous l'avez bien dit, entre la portée symbolique de ce que, enfin symbolique au sens moral, au sens très important du fait des enquêtes qu'elle mène sur les sujets qui sont les plus graves, puisqu'on parle de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans son champ de compétences, et la faiblesse des moyens dont elle dispose, puisqu'elle est entièrement dépendante de la coopération des États pour mettre en œuvre les mandats d'arrêt qu'elle peut délivrer, pour lui apporter aussi financièrement de quoi financer ses enquêtes. Et à l'inverse, les États-Unis ont le pouvoir, qui sont quasiment seuls à avoir, de pouvoir geler des avoirs financiers partout dans le monde. Si bien qu'on est quasiment à front renversé. Vous avez cité l'exemple de 2020, 2 ans plus tôt, c'était la procureure, Madame Bensouda à l'époque, qui avait carrément été traitée de terroriste internationale, je cite, par l'administration Trump également, avec aussi des menaces de sanctions financières, toujours sur le dossier afghan. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Qu'il faudrait absolument finalement qu'on retrouve une forme d'équilibre dans les décisions ou de partage des décisions qui sont prises, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde considère que le travail de la Cour pénale internationale, de toute façon, ne peut donner lieu qu'à récrimination, qu'à contestation et qu'à controverse, et en plus, elle est impuissante. Vous avez l'air sceptique, Antoine. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je voudrais quand même dire un truc très simple, c'est que la Cour pénale internationale, c'est la chose, ou l'une des choses les plus merveilleuses qui soit arrivée depuis 1945 à l'échelle internationale. C'est peut-être la seule, ou l'une des seules possibilités de dépassement, justement, des Sauf que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. Donc alors, du coup, absolument, on est quand même dans un monde qui est basé sur l'État-nation et ses souverainetés. Je voudrais juste rappeler, vous l'avez fait d'ailleurs très bien, la Cour pénale internationale, elle juge de cas de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, et les États-Unis ne voudraient pas que leurs ressortissants puissent être sujets à ça. De plus, c'est dans le cas où le pays en question, le pays des ressortissants, ne soit pas capable lui-même de juger ces crimes-là que la CPI intervient. Donc l'action américaine est inqualifiable. Un dessin de claque. Oui, je crois que nous avons un problème de fond. Les USA veulent démanteler la CPI. C'est quoi votre problème avec la CPI ? J'aime pas les juges et j'aime pas les étrangers. Alors une cour internationale... Merci CAC. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était hier à la une du Toronto Star, un quotidien canadien, The Big Smoke. De gigantesques incendies ont plongé la capitale de l'Ontario dans un épais brouillard. Des nuages de fumée qui ont même atteint d'ailleurs les États américains frontaliers, mais aussi les villes de New York ou de Chicago, avec une qualité de l'air tellement dégradée que les conséquences pour la santé sont dramatiques. Et la France se retrouve elle aussi en première ligne avec des incendies d'une ampleur jamais vue depuis la Libération, selon les mots d'Emmanuel Macron. Le feu a par exemple ravagé la forêt de Fontainebleau, presque jusqu'aux portes de Paris.
Pierre Jacquemin, est-ce que c'est ça les conséquences du dérèglement climatique? Un monde qui semble être inimaginable et qui devient réel? Bah non, on voit de plus en plus. Aujourd'hui, c'est les canicules. Demain, ce sera les inondations, les tempêtes, les ouragans. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde change. Je lisais une étude la semaine dernière qui racontait qu'en France, par exemple, les effets de la canicule ont un impact majeur sur la structure du bâti pour plus de 50% des habitations en France. Donc les conséquences, elles sont là. La question des réponses, certes, elles doivent se poser à l'échelle d'une élection présidentielle et il y aura des éléments de réponse, mais là aussi, quand je parlais tout à l'heure d'organisation internationale, je pense que c'est évidemment à l'échelle internationale qu'on doit réfléchir à comment aujourd'hui on agit contre ce dérèglement climatique, enfin contre ce dérèglement climatique. Et c'est là où aujourd'hui le bas blesse, parce qu'on voit bien que des grandes puissances, à commencer par les États-Unis, ne jouent pas le jeu. La France joue correctement son jeu, hein. Elle est plutôt à son échelle, quoi. À son échelle. C'est pour ça qu'on va se déchirer là pendant la présidentielle de qui est le plus écologique que l'autre. Les États-Unis et la Chine, par exemple. Bah oui, mais donc du coup c'est précisément oui. Enfin la Chine, elle fait beaucoup d'efforts, mais elle part tellement loin, mais que quand même là aussi, encore une fois, je pense que c'est vraiment à l'échelle internationale qu'on doit pouvoir imposer des sanctions. Julie Graziani, en fait, à l'échelle nationale, personne ne peut rien contre le dérèglement climatique? C'est tout le paradoxe de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est l'histoire du colibri et de la goutte d'eau, vous savez, qui arrive avec sa petite goutte d'eau dans le bec et on lui dit « oui, mais ça ne suffit pas ». Et il répond « oui, mais si tout le monde le fait, ça serait mieux ». Mais il y a une telle disparité entre les poids des États, leur avancement technologique ou industriel, que c'est finalement très difficile de coordonner tout ça et d'une manière qui soit juste pour tout le monde. Avec des conséquences très concrètes quand on voit que les températures les plus élevées en France ont été relevées en Bretagne ces derniers jours, hein, c'était vraiment dans l'ouest. Quand on voit le feu qui se rapproche des portes de Paris, on voit que dans le quotidien, le monde est vraiment en train de changer à nos portes. Nous sommes dans le monde du réchauffement climatique, voilà. Et nous sommes sur une planète inconnue, parce que la dernière fois qu'il y a eu de tels niveaux de concentration de carbone dans l'atmosphère, c'était il y a 3 millions d'années, à une époque où notre espèce, Sapiens, n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun être humain qui a jamais vécu sur cette planète-là. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet, moi je suis plutôt optimiste, qui est en train de monter, et la prise de conscience est totale, c'est l'adaptation. Oui. On sait qu'il va y avoir un minimum de réchauffement, on n'espère pas un maximum, et auquel il va falloir absolument réagir. Mais je ne suis pas non plus pessimiste quant à l'atténuation, c'est-à-dire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis 10 ans, depuis les accords de Paris, la tendance d'élévation des températures a chuté de plus de 1 degré. Ça veut dire qu'on n'a pas fait assez, mais on peut faire et il faut accélérer et continuer. En tout cas, d'ici là, il faut s'adapter jusque dans un certain nombre de symboles, n'est-ce pas, CAC? Et oui, pour ce qui est du Canada et de leurs centaines de feux de forêt, ils vont devoir changer de drapeau. Ouais. Merci CAC. Valérie, autre actualité de la semaine, l'adoption de ce qui restera sans doute comme la grande réforme sociétale du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, la loi sur l'aide à mourir. Oui, Renaud, un vote historique, mais loin de faire l'unanimité. Emmanuel Macron l'avait présenté comme une loi de fraternité censée concilier l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. Mais pour ses opposants, c'est une rupture éthique majeure qui fait entrer le geste létal dans le soin. Julie Graziani, cette loi est-elle vraiment une loi de fraternité ou au contraire le signe d'une société qui ne sait plus vraiment accompagner les plus fragiles? C'est le signe que les militants de l'euthanasie sont décidément sans vergogne, parce qu'il faut en manquer sacrément pour présenter comme une loi de progrès ce qui est une loi de régression, pour partir dans cette escroquerie intellectuelle qui consiste à soutenir, et là vraiment c'est se moquer du monde, qu'une personne qui est à ce point affaiblie, vulnérable, physiquement et psychiquement, au point que la question de l'euthanasie se pose, soit en même temps une personne suffisamment en pleine possession de ses moyens et de ses facultés mentales pour prendre de manière libre, éclairée et sans pression un choix aussi irréversible, attentatoire à sa vie. Vous voyez bien qu'il y a une contradiction, et cette contradiction, elle est systématiquement escamotée par les partisans de l'euthanasie. La deuxième chose qui ne va pas... On vous entend, on va y revenir tout au long du débat, mais c'est de feindre, de ne pas comprendre qu'à partir du moment où l'offre euthanasique se développe nécessairement au détriment des moyens alloués au sein d'un accompagnement, vous allez placer les gens dans des situations à ce point épouvantables de souffrance qui ne sera pas soulagée, qui n'auront pas d'autre choix. Parce que vous savez bien que dans ces cas-là, et dans un système de contraintes budgétaires, il y a fort à parier que les budgets ne seront pas suffisamment fléchés vers les soins palliatifs. Et je le crains déjà et on le constate déjà, puisqu'encore aujourd'hui, il manque 18 départements. Ça fait 10 ou 15 ans qu'on parle du développement des soins palliatifs et ça n'est toujours pas suffisant. Antoine Bueno, pourtant il y a 5 critères cumulatifs qui pour vous sont des garde-fous suffisants. Alors je respecte évidemment cette opinion, c'est quand même des sujets qui sont tellement sensibles.
bon, ce que je vais dire n'engage que moi. Ouais. C'est important de le dire. Pour moi, oui, c'est un progrès, un véritable progrès, parce que partout où la liberté avance, il y a progrès. Je pense que je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est un progrès assez timide, vous le dites, parce que c'est un véritable parcours du combattant. Hein, ce chemin-là, il y a énormément de critères. On ne sait pas combien... Par exemple, par définition, on sait vraiment que les malades d'Alzheimer ne pourront pas être concernés puisqu'ils ne jouissent pas d'un consentement éclairé jusqu'au dernier jour de leur vie. Et pour moi, c'est une expression la plus haute de notre humanité. Non seulement l'humanité vis-à-vis des gens qui souffrent et qui veulent être délivrés de la vie, mais notre humanité de manière plus large, parce qu'il me semble qu'on est vraiment humain quand on arrive à s'échapper de notre condition, c'est-à-dire à arrêter de subir un certain nombre de choses. Ça peut être arrêter de subir la douleur, et vous avez raison, les soins palliatifs, c'est fondamental, mais aussi arrêter potentiellement de subir la vie. C'est là qu'on est vraiment humain, et cette évolution me semble être absolument inéluctable dans le monde qui s'annonce. En tout cas, un très long débat parlementaire avec 3 lectures à l'Assemblée nationale. Exactement. Et pour les opposants, à ce texte, eh bien, les garde-fous affichés ne suffisent pas. Derrière les 5 critères que l'on vient de voir, eh bien, la procédure collégiale, ils voient un texte trop flou qui laisserait aux médecins une responsabilité vertigineuse. Justine Gruet, députée du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale, dénonce même l'un des cadres les plus permissifs du monde. Nous décidons d'une société où un être humain pourra demander la mort et où un autre être humain pourra la provoquer avec l'autorisation de la loi. Nous connaissons ce texte par cœur. Il demeure le plus permissif au monde, dans un cadre très imprécis qui laissera les médecins décisionnaires face à leur conscience. Et Pierre Jacquemin, c'est le médecin, le soignant qui est au cœur de ce système. Est-ce que trop de pression repose sur les soignants ? J'ai le sentiment en tout cas que cette loi, que je considère effectivement comme étant une avancée, un progrès social, donne un cadre qui permet justement aux médecins d'agir de manière encadrée et légale, là où avant, il y avait des actes qui étaient, oui, bien sûr, et qui n'étaient pas encadrés par la loi et qui étaient surtout parfois la discrétion des familles en concertation avec le médecin. Mais là, il y a aussi la possibilité pour le médecin de ne pas agir. Il a son droit la clause de conscience, la fameuse clause de conscience. Donc je trouve que cette loi est profondément juste. Et d'autant plus juste qu'on sait aussi aujourd'hui qu'une personne qui veut se donner la mort en toute conscience est en capacité, s'il en a les moyens, de partir à l'étranger pour le faire. 110 personnes sont parties en Belgique en 2025. Oui, donc c'est une réalité qu'on peut pas ne pas évoquer. Mais moi, je trouve que les débats ont été à la hauteur. Certains, je trouve, allant justement sur l'argumentation, je trouve d'une forme de banalisation de la souffrance, comme si j'entendais monsieur François-Xavier Bellamy, député européen, expliquer que oui, ça fait partie de la vie de souffrir, mais c'est faire quand même peu de cas de gens qui sont en situation de détresse absolue, de souffrance absolue. Et cette loi ouvre des perspectives, non pas heureuses, mais de fin de vie, de pouvoir éteindre la lumière. D'un choix, oui, c'est qui me paraît important. Julie Graziani, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inégalité territoriale dans l'accès à ce droit ? Parce qu'on le voit dans les territoires ruraux, il y a déjà du mal à trouver des médecins. Et là, il y a une chaîne qui est nécessaire de soignants et de médecins. Est-ce que du coup, il ne va pas y avoir un petit peu cette loi à 2 vitesses, en quelque sorte, selon où on habite ? Oui, alors Pierre évoquait justement l'inégalité aujourd'hui entre ceux qui peuvent aller à l'étranger réaliser une euthanasie et ceux qui ne peuvent pas. Demain, en France, il y aura 2 autres inégalités. Celle que vous venez de citer, Marjorie, parce que pour déployer l'offre euthanasique sur l'ensemble du territoire, ça suppose d'avoir des médecins qui soient disposés à le faire sur l'ensemble du territoire. Si bien que ce qui va se passer, c'est que la clause de conscience, elle va rapidement sauter dans les territoires où insuffisamment de médecins acceptent de pratiquer une euthanasie, à l'instar de ce qui se pratique aujourd'hui pour les avortements. Et où la clause de conscience, vous le savez, extrêmement limitée, quoi qu'elle ait été, elle existe, mais année après année, elle est rognée. La deuxième inégalité, ça va être que certains, ceux qui auront les moyens, pourront s'offrir dans des cliniques privées sans doute des soins palliatifs de qualité, tandis que les autres ne le pourront pas et seront donc orientés vers l'offre euthanasique. Un dessin de CAQ. Ça y est, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté la loi sur l'aide à mourir. Ça concernera seulement un nombre très réduit de patients, tous mourants, s'il en reste après la canicule. Merci CAQ. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Alors on va aborder là un sujet extrêmement grave, encore plus grave que celui qu'on vient d'aborder. Je plaisante, bien sûr ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit de la défaite des Bleus. Et oui, et la défaite des Bleus qui a suscité, du grand n'importe quoi sur les réseaux. Oui, terminé, battu 2-0 par l'Espagne, si jamais vous vivez dans une grotte et que cette information vous avait échappé. Alors depuis mardi soir, la France est triste, la France va mal et certains ont même du mal à se remettre à leurs activités. Regardez.
Voilà, on pouvait tout supporter, la canicule, la rupture de stock des climatiseurs, mais pas la défaite des Bleus. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet échec a stimulé la créativité des internautes et sur les réseaux. Vous le disiez, c'est le grand n'importe quoi. En ligne de mire, Kylian Mbappé, la star des Bleus qui est aussi joueur au Real Madrid, est le plus ridiculisé. Le voici par exemple en petit bébé au bras des joueurs de la Roja ou en train de prendre son bain, vous le voyez. C'est Lamine Yamal qui tient dans ses bras. Exactement, c'est Lamine Yamal qui tient dans ses bras. Alors il n'y a pas que les internautes qui s'en amusent devant l'ampleur du phénomène. Les entreprises et les marques ont aussi saisi la balle au bond. Alors avec une telle défaite, que nous reste-t-il ? La vengeance. Certains magasins ont par exemple décidé de suspendre la vente de produits espagnols. Sur Facebook, voici par exemple ce qu'annonce le Leclerc de Perpignan. Suite aux événements tragiques d'hier soir, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de suspendre immédiatement et jusqu'à nouvel ordre la vente de toutes les spécialités venues d'Espagne. Et attention à ceux qui voudraient faire des infidélités. Si l'un de ces produits tente de s'introduire sur le tapis en caisse, notre équipe le remplacera d'office par un camembert bien français. Bon, alors il s'agit évidemment d'une blague. Amateurs de chorizo et de serrano, ne paniquez pas. Vous pourrez toujours en manger en apéritif ou sur votre pizza lors de la finale Espagne-Argentine de dimanche. Alors la palme de la meilleure vanne, elle revient quant à elle à Duolingo. L'application pour apprendre les langues s'est fondue d'un communiqué officiel qui n'est pas très officiel, évidemment. Suite aux résultats du match, elle annonce carrément la suppression des cours d'espagnol. C'est personnel, peut-on lire. Vous remarquerez qu'elle prend les choses très au sérieux, puisque son symbole, la chouette, est même vêtue d'un maillot numéro 10, le maillot de Mbappé, et ça marche, presque 100 000 likes pour ce post. Bref, on s'amuse, on se chambre Renaud pour oublier notre peine. Pierre Jacquemin, on l'a vu pendant cette Coupe du Monde, les Bleus ont été victimes de racisme et de discrimination tout au long de la compétition. L'affaire Mbappé avec la sénatrice paraguayenne, mais aussi les propos de l'ex-premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Mais cette semaine, après la défaite, c'est le joueur Lucas Digne qui en a fait les frais, coupable d'une faute qui a conduit à un penalty. Le racisme et la discrimination, c'est un fléau qui gangrène le football. Comment est-ce qu'on fait pour lutter efficacement ? Il faudrait que les instances internationales, notamment de football, soient davantage proactives. On voit bien qu'elles ont parfois du mal à arrêter des matchs quand il s'agit d'actes racistes ou quand il s'agit d'actes homophobes ou quand les tribunes scandent des propos qui sont totalement intolérables. Je trouve que les instances, justement, la Fédération française de football ou les instances internationales sont beaucoup trop laxistes, bien sûr. Et je pense aussi quand même qu'il y a une forme de banalisation du racisme aujourd'hui en France, de plus en plus exacerbée. Et les politiques ont une responsabilité à ne pas faire des appels. En l'occurrence, par exemple, les joueurs français ont souvent été victimes de racisme de la part de dirigeants étrangers, de responsables étrangers. Si on décale la question du racisme sur la question du football, même si évidemment il est très présent sur la question de l'équipe de France de football, on voit bien quand même qu'en France, il y a une succession de faits racistes qui se déchaînent et que donc il y a une banalisation qui n'est pas sans lien avec la montée de l'extrême droite aujourd'hui en France. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité de la part des hommes et des femmes politiques à ne pas faire appel, comme on l'a fait sur la marche sur l'antisémitisme ou comme d'autres l'ont fait sur les mobilisations contre le racisme, à lier les deux. Je pense qu'il y aurait une responsabilité à dire il faut une mobilisation générale sur le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination. Et chacun, je trouve, aurait sa place dans les hommes et les femmes politiques à le faire. Un dessin de CAC. Voilà, on se venge comme on peut par le boycott sur les spécialités espagnoles, on ferme les rayons. Et si on perd samedi, on boudra la gastronomie anglaise. La quoi ? C'est vrai, on a moins à craindre. Le sacrifice sera moins compliqué. Merci CAC. On va enchaîner, mes amis, avec des photos que vous avez choisies pour illustrer un autre sujet d'actualité de la semaine que vous vouliez aborder dans cette émission. On va commencer avec votre photo, Antoine Bueno. Il s'agit du retour de la guerre en Iran, puisque les frappes américaines se multiplient de nouveau. Et oui, donc déjà la photo d'un point de vue esthétique, on voit bien la puissance qu'elle a. Malheureusement, la guerre continue. Donc quand on aura plié cette Coupe du Monde et qu'on rentrera de vacances, on se retrouvera encore dans un monde où la crise d'Ormuz ne sera pas réglée, avec les conséquences qu'elle pourra avoir. Et là, pour le coup, après ce qui s'est passé, après cet échec du retour de la paix, on ne voit pas comment les choses pourraient évoluer. Merci Antoine. Votre photo maintenant à vous, Julie Grindiani, elle nous emmène dans le Tarn, puisque 6 ans après, Cédric Jubilard
a avoué donc avoir assassiné son épouse, et en l'occurrence même après avoir d'ailleurs déjà été condamné en première instance, et dans l'attente du procès en appel. Oui, donc ces aveux sont survenus à quelques semaines du procès en appel. On aimerait croire à de la rédemption ou à du remords. En réalité, quand on voit le parcours du personnage de ce qu'on sait de l'affaire, bien sûr, on n'est pas tous dans le dossier, mais l'opinion publique est quand même bien informée, on a l'impression d'un homme qui a toujours nourri son ego au détriment de son épouse. D'abord en la faisant travailler alors que lui se la coulait douce, ensuite en jouant au veuf éploré, après en laissant planer le suspense, était-il le coupable, n'était-il pas le coupable, et en menant un peu tout le monde par le bout du nez jusqu'à ses aveux, et enfin, dernier temps finalement de cette dérive narcissique, en revenant sur le devant de la scène, à la faveur d'aveux qu'on n'attendait pas, qui rebraque à nouveau le projecteur sur lui. Il y a quelque chose d'assez malsain dans tout ça. Merci Julie. On finit avec votre photo, Pierre Jacquemin. Vous nous emmenez à Cuba qui s'enfonce dans la misère et qui est plongé dans le noir. Oui, ce qui se passe à Cuba, ça ne relève pas de la politique étrangère, ça relève d'une politique qui vise à détruire un territoire, à affaiblir les populations avant tout, parce qu'on voit des files d'attente dans les pharmacies pour récupérer des médicaments pour les enfants, des mamans aller chercher du lait et qu'ils n'en trouvent pas, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pétrole. L'asphyxie qu'imposent aujourd'hui les États-Unis à Cuba est absolument terrible, et je trouve que la communauté internationale est assez peu réactive et ne réagit très peu. Merci Pierre. Un dessin de CAC qui a trait à la photo à la photo choisie par notre ami Antoine Bueno à propos du retour de la guerre en Iran. Et oui, USA, Iran, c'est reparti. On reprend la guerre. Pas du tout. On s'est mis d'accord sur une trêve de la trêve. Merci CAC. Alors c'est l'heure de baisser un peu la lumière et d'aborder un sujet un peu plus intime avec notre invité de la semaine, notre sexualité. C'est le sujet de prédilection de la journaliste Pauline Verdusier depuis déjà une dizaine d'années. Bienvenue à vous. Alors vous en explorez le sens, vous démontez les idées reçues aussi, vous vous penchez dans votre nouvel ouvrage d'ailleurs sur la fréquence des rapports sexuels des Français. 3 soirs par semaine, ça c'est le titre de ce livre paru chez Grasset, mais c'est une injonction qui relève de la légende urbaine, on y reviendra dans un instant, parce que cette injonction, en fait, elle nous travaille tous collectivement, et d'ailleurs vous aussi, puisque vous racontez au départ de ce livre votre propre expérience, et le fait que, dans votre cas, que vous racontez, vous, journaliste spécialisé, des questions de genre et de sexualité, eh bien, après avoir eu votre premier enfant, tout à coup... plus envie, en fait, rien, une longue période d'abstinence, vous dites 18 mois. Oui. Oui, pour donner des chiffres. Oui, en effet, du coup, j'ai connu... Donc vous êtes interrogée, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai connu cette période, en effet, d'abstinence sexuelle conjugale qui m'a interrogée. Après, j'ai interviewé beaucoup de femmes en postpartum et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez courant. Mais je me suis rendu compte que cette norme, elle nous travaillait tous et toutes collectivement, puisque même moi, qui suis journaliste spécialisée sur les questions de sexualité, j'étais en angoisse. J'étais angoissée de manquer, j'allais dire presque à mon devoir conjugal. Bon, évidemment, c'est pas la question du tout et il n'y avait aucune pression de ce côté-là. Mais en tout cas, je me suis dit pourquoi cette norme me travaille à ce point, quelles sont les origines en fait de cette norme-là, et donc j'ai enquêté sur ce sujet. Et cette norme, elle se traduit d'abord par cette injonction qui fait donc le titre de votre livre, 3 soirs par semaine. Oui, alors... D'où ça vient? C'est quoi cette légende urbaine? Justement, voilà, vous dites légende urbaine, je dis croyance collective. En fait, c'est quelque chose qui nous travaille à travers plein de médiums, et en premier lieu les médias. Moi, je viens de là, je suis journaliste, donc c'est vrai que moi, j'ai consommé beaucoup de presse féminine, j'y ai même travaillé, et cette notion des 2-3 fois par semaine, ça revenait souvent dans le discours des sexologues, des thérapeutes de couple, ou en tout cas même dans mon entourage, comme une norme à atteindre, un étalon du bien-être conjugal, un étalon de la bonne sexualité du couple. Et je trouvais que cette norme, elle me semblait un peu délirante et surtout très étriquée, parce que ça pourrait être beaucoup plus, ça pourrait être beaucoup moins. Et surtout, ça ne traduit pas la question du plaisir et du désir. Donc elle vient aussi de normes plus historiques. Au 19e siècle, déjà, il y avait des médecins qui recommandaient une certaine fréquence sexuelle. Justement, j'allais vous demander, dans votre enquête, vous êtes remonté à la dette conjugale du droit canonique et puis aux médecins du 19e siècle, vous venez de le dire. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé dans cette histoire-là. C'est ça. Alors, c'est pas du tout exhaustif parce que je suis pas historienne, mais j'ai interviewé des historiennes, notamment Sylvie Chaperon, qui a travaillé en particulier sur la sexologie au 19e. Et par exemple, au 19e siècle, c'est intéressant de voir qu'il y avait déjà des médecins qui disaient que faire l'amour régulièrement, dans le mariage évidemment hétérosexuel, c'était gage de bonheur conjugal et même de bonne santé physique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces discours-là, ils n'ont pas disparu. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, il y a encore des articles dans la presse, par exemple, qui vont lier
fréquence sexuelle et bonne santé, comme si ça allait nous prémunir de la maladie, voire de la mort. Moi, il y a vraiment des articles, j'ai vu sur Doctissimo, pour ne pas le citer, un article qui disait, vous faites l'amour moins d'une fois par semaine, vous avez 70% de risque de mourir dans les 5 ans. Ce qui est quand même gravissime, enfin, c'est assez criminel quand même de publier ce genre de titre, à mon avis. Donc on voit bien qu'en fait, les origines de ce pseudo-devoir conjugal, elles infusent encore aujourd'hui. Après, on est héritier, en effet, du droit canonique, où là, vraiment, le mariage, en fait, ouvrait un droit au rapport sexuel. Et c'est pour ça que l'Assemblée nationale a légiféré récemment, où il y a eu des débats autour du changement du Code civil pour préciser, puisque visiblement, ce n'est pas acquis pour tout le monde, que le mariage n'ouvre pas droit à une obligation à avoir des rapports sexuels. Marjorie. Et pourquoi est-ce qu'on associe autant l'intimité à la sexualité? Parce que l'intimité, elle peut être émotionnelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être plein de choses, mais on a l'impression que c'est vraiment la sexualité qui est mise en avant. Oui, absolument. Bah, ça, c'est quelque chose aussi qui est documenté en sociologie à travers la notion de script sexuel. En fait, c'est un peu comme les scripts sociaux. Par exemple, vous allez au restaurant, et ben, vous faites tous la même chose. Vous commandez un verre, vous le payez, vous dites merci. Et ben, dans le couple et dans le romantisme, dans l'amour, le couple, la sexualité, il y a aussi des scripts. Et il y a des scripts sexuels. Et donc, il y a des attentes sociales qui sont construites collectivement et qui relèvent de nos expériences, mais aussi de représentations culturelles, cinématographiques, etc. On se dit, bah, être un couple, c'est quoi? C'est s'embrasser, se dater, avoir un premier rapport sexuel, qu'est-ce que ça se passe bien pour que ça soit encore mieux. Et ensuite, eh ben, une certaine fréquence sexuelle, et notamment un coït pénétratif, parce qu'on représente encore la sexualité essentiellement par le coït pénétratif, comme une manière de faire relation. Pierre. Oui, je me posais une question, c'est quand les gens se racontent des histoires ou ont envie de raconter des histoires sur le 3 fois par semaine, est-ce que derrière se joue la volonté de démontrer qu'on est dans une forme de jouissance permanente et qu'on est mieux que tout le monde et on prend plaisir plus que les autres, ou est-ce que c'est derrière tout ça une volonté de démontrer une forme de performance à soi et aux autres? Bah, en effet, il y a des recherches qui montrent aussi qu'on ment beaucoup à ce sujet, ou en tout cas que c'est pas très clair, même comment sont élaborées les statistiques. Parce on ment et on se ment. Et on se ment à soi-même, oui, les deux. Et en fait, on va avoir tendance peut-être à gonfler ce chiffre, ou en tout cas à dire ce qui est attendu socialement. Et en effet, aujourd'hui encore, je pense que dire « Ah oui, avec mon mari, ma femme, etc., on fait énormément l'amour », c'est encore vu comme un gage de longévité. Ce qui est vraiment faux, mais factuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai interrogé des gens qui avaient des rythmes frénétiques et qui ont divorcé, tout comme des gens qui étaient abstinents sexuels sur le long terme, mais qui sont restés ensemble. Voilà, donc le monde est complexe en tout cas. Absolument. Et merci de nous éclairer jusque sur ce sujet ô combien important qui nous concerne tous, justement. Enquête sur la fréquence de nos rapports sexuels entre mythes et injonctions, 3 soirs par semaine. C'est chez Grasset. Merci Pauline Verduzier d'être passée ce soir par le plateau du Club de 28 minutes. Et la conclusion de CAC. Bien oui, il n'y a pas que le sexe dans le couple. Ça te dit qu'on discute. Je peux pas, j'ai la migraine. Merci CAC. Et voici maintenant l'histoire de la semaine de notre ami Alix Van Pé. Bonsoir Alix, bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire, Alix, c'est le scénario d'une opération secrète digne d'un véritable James Bond. Hein. À la manière d'un film d'action, en effet, je commence en vous racontant le climax. Nous sommes le 28 février 2026 à Téhéran, donc au tout début de la guerre en Iran. Une frappe israélienne touche le complexe où se trouve Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président de l'Iran de 2005 à 2013. Les gardes d'Ahmadinejad sont visés, mais lui est vivant. À ce moment-là, une Peugeot noire le récupère à toute vitesse pour l'exfiltrer, avec à bord ses alliés, visiblement, des agents du Mossad. Donc oui, vous avez bien entendu, les services secrets israéliens auraient conduit Ahmadinejad en lieu sûr dans une maison en Iran. Certains mélanges semblent pourtant impossibles, l'eau et l'huile, l'eau et le feu. Israël est un négationniste qui a appelé à plusieurs reprises à rayer ce pays de la carte. Spontanément, la combinaison ne fonctionne pas. Et pourtant, Ahmadinejad aurait été recruté par le Mossad il y a des années. C'est ce que racontent 2 enquêtes absolument fascinantes qui sont sorties dans le New York Times et dans le journal israélien Haaretz ce lundi. Et pour comprendre, il faut rembobiner. Après ses 2 mandats à la tête de l'Iran, Ahmadinejad, anciennement très conservateur, répressif envers ses opposants politiques, semble s'adoucir. Écarté à 3 reprises de la course à la présidentielle, il commence un petit peu à dénigrer le régime des mollahs, il se met à parler de musique pop iranienne, il se met à dénoncer aussi la corruption des élites.
Le Mossad s'intéresse alors à ce profil très intéressant, un politicien blessé, ambitieux, qui est encore soutenu par une large part de la population. Oui, comme un fruit qui aurait atteint la maturité, Ahmadinejad ressemble à un collaborateur idéal. Reste à prendre contact avec lui, et c'est là que la suite ressemble en effet à un James Bond ou Au Bureau des légendes. Selon le New York Times et Haaretz, les premières rencontres ont lieu à l'étranger, d'abord au Guatemala et ensuite en Hongrie, donc 2 pays qui sont alliés d'Israël. À Budapest en 2024, une vraie fausse conférence climatique est organisée dans cette optique. Et là, pour semer ses gardes, Ahmadinejad prétexte, il a des rendez-vous avec des directeurs d'universités, etc. En réalité, il est en train de rencontrer les services secrets israéliens, notamment leur directeur de l'époque, qui s'appelle David Barnea, qui s'était déplacé pour l'occasion. On ne fait pas un tel poisson chaque jour. Côté israélien, le plan commence à se dessiner. Il faudrait réinstaller Ahmadinejad à la tête de l'Iran un jour. Et les enquêtes sont fascinantes parce qu'en fait, elles racontent une double mue. D'abord, la mue d'Ahmadinejad, qui s'est occidentalisé ces dernières années. Il a appris l'anglais, il a délaissé son ciré kaki pour des costumes, il a arrêté de citer le Coran aussi au début de ses discours. Benyamin Netanyahou aurait changé lui aussi. Le Premier ministre d'Israël voulait au début déstabiliser simplement l'Iran et au fur et à mesure, il a voulu renverser le régime. Ses proches collaborateurs trouvaient que c'était une très mauvaise idée et la suite leur a donné raison. Le plan de Netanyahou, qui reposait sur une intervention kurde en Iran, n'a pas abouti. Quant à Ahmadinejad, visiblement contrarié, désabusé après son exfiltration, selon le New York Times, il a quitté son lieu sûr dans des circonstances assez floues. Il serait maintenant assigné à résidence, détenu par les renseignements des gardiens de la Révolution, désormais au fait en plus de ses liens troubles avec Israël, liens qu'il nie. Bref, l'échec semble très cuisant, humiliant absolument pour toutes les parties, pour le Mossad qui a peut-être été trop confiant, pour Ahmadinejad qui a peut-être été trop accroché au pouvoir, sans parler évidemment du grand perdant silencieux qu'est le peuple iranien. Alors ironiquement, les services secrets israéliens avaient intitulé tout ça « le chat botté », cette opération de renversement du régime iranien. Dans ce conte de Perrault, un simple chat parvient par la ruse à faire de grandes choses alors que personne ne l'attendait. La fin est très optimiste et malheureusement, la géopolitique n'est pas un conte de fées. Merci Alix, on a hâte de voir l'adaptation cinématographique, oui. Effectivement. En attendant, on a déjà l'adaptation dessinée, elle est signée CAC. Moi, ça me rend un peu parano, tout ça. Israël aurait tenté de recruter l'ancien président iranien. Tu crois que Deschamps a été recruté par les Espagnols ? On va savoir. Bon, merci CAC, on enquêtera. C'est l'heure maintenant de retrouver les judicieuses théories de notre amie Aurore Vincenti. Ce soir, cette grande amie des bêtes nous rappelle que chez les primates, les mâles font la loi de la jungle et les femelles suivent le mouvement. Mais ça, c'est en théorie. En théorie, chez les primates, les mâles dominent les femelles. Foi de chimpanzé, le Boys Club l'emportera toujours sur des femelles contraintes et soumises. Et c'est comme ça, grâce à nos ancêtres les singes, qu'on trouve des causes naturelles au patriarcat humain. Et même les scientifiques se sont laissés leurrer par cette idée. Sauf qu'en réalité, c'est faux. Chez les primates, le pouvoir est très bien partagé. La science a fini par démonter ce mythe trop humain de la dominance des mâles sur les femelles. Plusieurs articles ont contribué au fil des ans à déconstruire cette idée reçue. Et en 2025, une équipe de primatologues franco-allemandes, coucou Arte, a publié une étude qu'elle a mis 5 ans à boucler et qui a fini par faire exploser cette théorie. Alors, dans les faits, comment ça se passe ? Les mâles se battent entre eux, les femelles se battent entre elles, et puis pour près de la moitié des combats, les femelles se battent contre des mâles. Et là, surprise, sur 121 espèces de primates étudiées, dans 70% des cas, ce sont tantôt les femelles qui gagnent, tantôt les mâles. Pour les 30% restants, il y a à peu près la moitié des espèces, comme chez les chimpanzés, où ce sont nettement les mâles qui dominent, et l'autre moitié, comme les lémuriens, où ce sont les femelles qui plient le game. L'autre chose qu'on a longtemps cru, c'était que les mâles se battaient pour le sexe et les femelles pour les mômes et la nourriture, ce qui est tout bonnement faux. Les mâles et les femelles se battent pour les mêmes raisons. Le sexe, le fric et la célébrité. Non, ça, ce sont les humains. Je reprends. Les mâles et les femelles se battent pour les mêmes raisons. Le sexe, la nourriture et la protection des petits. Alors pourquoi avons-nous tant affirmé le contraire ? La philosophe des sciences Donna Haraway explique que toute connaissance est située, c'est-à-dire que derrière l'objectivité de la science, il y a des chercheurs qui ont une subjectivité qui teinte forcément leurs recherches. En vérité, les chiffres sont formels. La dominance claire des mâles sur les femelles ne concerne que 17% des espèces. La cause de ces erreurs est donc bête et méchante. Nous avons projeté sur les primates notre structure patriarcale.
Eh ben voilà, c'est bien dit. Merci Aurore Vincenti. Un dernier dessin de CAC, ça sent les vacances ? Ben oui, ça sent les vacances. Beaucoup de gens prendront l'avion, donc je veux les prévenir. Prévoyez de l'attente à l'aéroport, surtout si vous passez la sécurité après Madame Le Pen. Merci CAC, on sera patient. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi, son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine qui est venu tout à l'heure nous éclairer sur le sens de notre sexualité, les idées reçues, les clichés et notamment cette fameuse injonction des 3 soirs par semaine. Mais d'où vient-elle cette injonction ? On a trouvé forcément Indochine évidemment. Tchuss.